sont nombreux assortis du ventre de leur mère, les yeux et le corps complètement jaunes. Des fois reconnaissables juste à la naissance ou quelques jours après. 65% à 70% des nouveau-nés dans les pays développés souffrent de l'ictère néonatal, encore appelé la jaunisse. Bénis pour la plupart, il existe toutefois des ictères pathogènes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de Santé Plus. Pour parler de la jaunisse, nous avons sur ce plateau le docteur El Mourchid Bello. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir madame Olaye. Avant de revenir à vous, docteur Bello, nous allons d'abord nous informer. C'est dans la première rubrique de cette émission. Elle s'intitule Actu Santé. Au Bénin, le port du masque, une des principales mesures imposées par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus dans les lieux de regroupement, est de moins en moins respecté. Un tour dans le marché de Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi le prouve. Les bonnes dames vaquent à leurs occupations sans se soucier des risques qu'elles courent sans se protéger. Une situation qui s'explique certainement par la stabilisation actuelle des cas de contamination, de décès liés au Covid-19 au vu des chiffres gouvernementaux. Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein chez les femmes. Au Bénin, plusieurs associations et différentes structures organisent des séances de sensibilisation sur diverses thématiques. Ultime objectif, amener les femmes à sauver leur vie à travers le dépistage précoce. Le vaccin contre la grippe saisonnière est en rupture de stock dans une grande partie des pharmacies. Une situation regrettable en cette période au cours de laquelle sévit la Covid-19. Plus de 5 millions de vaccins ont déjà été délivrés sur les 13 millions dont dispose la France. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Reconfinement en Irlande, une des mesures pour éviter la deuxième vague de Covid-19. Cette mesure a été annoncée par le Premier ministre irlandais Michael Martin. En Belgique, de nombreuses mesures restrictives sont prises pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Au nom des réformes, la fermeture des bars et restaurants, une mesure qui suscite colère et regret. Retour sur ce plateau pour parler de la thématique du jour, mais avant, nous allons écouter d'abord quelques citoyens béninois se prononcer sur l'ITE. C'est une sorte d'infection qui jaunit complètement l'enfant et perturbe le bien-être de l'enfant. C'est une maladie non seulement jaunit le corps de l'enfant, c'est-à-dire à la naissance, si l'enfant devait être un enfant teint clair, il est plus pâle. L'ITER chez l'enfant, j'entends parler souvent que si un enfant a de l'ITER, il me semblerait que souvent on a constaté que ses yeux sont un peu jaunes. Donc c'est tout ce que je sais. Ce mal dont il est question, c'est quelque chose qui perturbe aussi la mémoire des enfants. Et non seulement, ça peut agir sur la psychologie de l'enfant. Le système psychomoteur de l'enfant aussi peut être attaqué. Et que, en grandissant, l'enfant peut ne pas avoir des réactions normales. Bon, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que c'est une affection qui attrape les enfants dès le bas âge. Ils ont les yeux jaunes, tout ça là. Pour les symptômes, je ne saurais le dire. Alors cette maladie se manifeste souvent par une forte fièvre au niveau de l'enfant. Quand l'enfant naît, l'enfant chauffe, commence par chauffer, la température monte énormément et comme je le disais tantôt, l'enfant aussi jaunit. Il jaunit. Et puis à des moments donnés, il faut dire qu'il n'y a pas manque de sang aussi. Il y a aussi manque de sang. Bon, pour les traiter, ce que je sais, on les met dans une couveuse à rayon ultraviolet ou ultra X, là, je sais pas. Et c'est dedans qu'on les met pendant
toute une journée pour les sécher, soi-disant, bon, un truc comme ça, voilà. Retour sur ce plateau, docteur Mourchid Bello. Voilà, nous avons écouté quelques citoyens, leur connaissance sur cette affection du jour, ictère néonatale. Vous les avez suivis également, vous avez jaugé leur connaissance. Dites-nous, docteur Bello, c'est quoi l'ictère néonatal? Ok, merci. L'ictère néonatal, pour dire de façon simplifiée ce que c'est la coloration jaune de la peau et des muqueuses, notamment des yeux. Et cela est dû en fait à un pigment appelé la bilirubine qui va s'accumuler sous la peau du bébé et donner cette coloration jaune qu'on a. Et quand on parle de bilirubine, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement par la bilirubine? Bon, la bilirubine, c'est un pigment, comme je l'ai dit précédemment, un pigment qui va provenir de la destruction des globules rouges. Le globule rouge, en se détruisant, donne deux parties, l'hème et la globine. Et cette globine, en se transformant après par d'autres mécanismes dont je ne parlerai pas ici, va se transformer après en bilirubine. Et cette bilirubine, accumulée dans le sang, peut donner cet ictère après à l'enfant. Alors, dans les pays développés, je le disais tantôt dans mon introduction, 65 à 70% des bébés, des nouveau-nés, souffrent de l'ictère néonatal. Qu'en est-il en Afrique et plus précisément au Bénin? Au Bénin également, c'est une des principales maladies qui atteint les nouveau-nés. Au moins 50% des enfants au Bénin quand même font l'ictère. L'ictère est une maladie qui est normale chez l'enfant. Tout enfant fait son ictère. Mais il y a l'ictère qui est pathologique et l'ictère qui est non pathologique. Donc, normalement, tout enfant fait l'ictère, mais cet ictère n'est pas forcément un ictère maladie. On dit souvent que les enfants prématurés sont plus exposés à souffrir de cette affection-là. Oui, à cause de l'immaturité de l'organisme. Le prématuré n'est pas complètement prêt à vivre, donc il vient plutôt au monde. Donc les éléments qui constituent son organisme ne sont pas complètement prêts, notamment le foie. Le foie, normalement, est cet élément qui doit transformer la bilirubine en un substrat non toxique à l'organisme. Donc le foie de nouveau-né prématuré est beaucoup plus immature que chez le nouveau-né normal. Donc ce nouveau-né prématuré est plus à risque de faire l'ictère qu'un nouveau-né né à terme. Alors, quelles sont les causes de l'ictère néonatal? Les causes de l'ictère néonatal sont multiples, mais il y en a qui sont très fréquents. Et sous nos yeux ici, la première cause, c'est l'incompatibilité entre le bébé et sa maman dans le système registre et ABO. Par exemple, si la maman est de groupe O et son enfant est de groupe A ou B, il y a un risque d'ictère. Si la maman est de registre négatif et le bébé est de registre positif, il y a également un risque d'ictère. La seconde cause la plus fréquente chez nous ici, comme on l'a dit, c'est la prématurité. Après la prématurité, nous avons les infections chez les nouveau-nés. Après les infections, nous avons les traumatismes. Par exemple, lorsqu'un enfant naît avec une grosse bosse sur la tête, cette bosse, c'est du sang qui est accumulé. Ce sang sera détruit et va générer de l'ictère. Et maintenant, la dernière cause la plus fréquente sous nos yeux ici, c'est le déficit en GSPD, qui est une maladie génétique dans laquelle il y a une enzyme appelée le GSPD qui manque chez l'enfant. Et cette enzyme va entraîner une fragilité au niveau des globules rouges qui seront plus facilement détruits et donc qui seront donc facilement sujets à l'ictère. Quels sont les mécanismes et les facteurs de risque de cette affection? Okay. Le mécanisme est le même. Il faut une destruction du globule rouge. Donc, et lorsque le globule rouge est détruit, nous avons l'hémoglobine qui se divise en hème et en globine et donc donne la bilirubine. Donc, de façon physiologique, le globule rouge se détruit en 120 jours. Donc, disons, quand un globule rouge est produit aujourd'hui, 4 mois plus tard, il est détruit et il est éliminé par le foie ou par la rate. Donc, ce globule rouge détruit, éliminé par la rate, parce que c'est très, très important. Les mécanismes sont dépassés et donc on a une accumulation de la bilirubine dans le sang. Chez le nouveau-né, on a des facteurs surajoutés. Donc, il faut d'abord dire que le nouveau-né qui naît n'est pas né, ce n'est pas le jour où il naît qu'il a son globule rouge. Le globule rouge est déjà fabriqué pendant qu'il est dans le ventre. Donc, le nouveau-né qui naît, par exemple, même s'il est neuf, en griffe, son globule rouge n'est pas neuf. Il y a des globules rouges vieux avec lesquels il vient au monde. Donc, ces globules rouges seront déjà prêts à être détruits. Et dans cette destruction,
on a donc, comme je l'ai dit plus tôt, un ictère qui sera présent chez tous les nouveau-nés. Mais cet ictère n'est pas un ictère qui est très important. Des facteurs surajoutés maintenant vont augmenter cette destruction des globules rouges qui sera plus massive. Et je l'ai cité plus tôt, il y a chez la mère l'incompatibilité dans le groupe ABO et Rhésus, où on aura le système de la maman qui va entrer en conflit avec celui de l'enfant et donc entraîner une destruction plus massive des globules rouges. Parce que la maman envoie une partie de ces anticorps au nouveau-né et ces anticorps, ne reconnaissant pas les globules rouges de l'enfant, vont les détruire. Également, dans les infections, le mécanisme qui a lieu en ce moment, c'est qu'il y a le microbe qui se retrouve à l'intérieur du sang. Le microbe, une fois à l'intérieur du sang, aura une facilité à détruire les globules rouges. Au niveau du déficit en GCPD, on a les globules rouges de cet enfant qui sont très fragiles. Donc les globules rouges sont 2 fois plus détruits que chez un enfant normal. Au niveau des postes sérosanguines et des grosses postes, c'est des traumatismes. On a donc les globules rouges qui sont détruits et qui sont accumulés à un seul endroit. Ces globules rouges détruits vont encore augmenter le taux de bilirubine circulant. Et par rapport au prématuré, c'est le foie qui est immature. Le foie n'arrive pas à transformer cette bilirubine pour la rendre en bilirubine de bonne qualité pour l'organisme. Donc, la bilirubine de mauvaise qualité est plus importante dans le sang de nos prématurés et donc l'ictère est plus fréquent. Quels sont les différents types d'ictères que nous avons? Par rapport aux différents types d'ictères, il y a plusieurs façons de le voir. Je donnerai une classification qui les regroupe en bilirubine, en ictère à bilirubine libre ou non conjugué et ictère à bilirubine directe ou conjugué. Donc c'est ça, ça veut dire qu'il y a 2 types de bilirubine. Lorsque la bilirubine est produite par destruction des globules rouges, il est libre. Mais en ce moment qu'il est libre, il est toxique pour l'organisme. Donc cette bilirubine libre est transformée au niveau du foie en bilirubine conjuguée. Donc, cette bilirubine conjuguée maintenant sera éliminée plus tard par les selles et les urines du bébé. En ce moment, l'ictère n'est pas très important. Et dans les cas de bilirubine, d'ictère à bilirubine libre, c'est que le taux de bilirubine libre est plus important dans le sang que le taux de bilirubine conjuguée. Donc, le foie n'a pas pu conjuguer la majorité de la bilirubine qui a été déversée dans le sang. Et en ce moment, l'ictère est à bilirubine libre. Lorsque l'ictère est à bilirubine directe, c'est que l'ictère est présent, mais la grande partie de la bilirubine qui a été mise en circulation a été conjuguée par le foie, et donc c'est un ictère à bilirubine non conjugué, et à bilirubine conjuguée plutôt. Alors, dites-nous, quels sont les symptômes de cette affection? Le symptôme principal de l'ictère, c'est la coloration jaune de la peau et des yeux. Disons, c'est le seul signe qu'il faut retenir actuellement. Si on parle d'ictère, c'est la coloration jaune de la peau et des yeux. Maintenant, la maladie qui génère l'ictère, à sa cause, si c'est une infection, on peut avoir la fièvre. Si c'est la bosse sérosanguine, on aura une grosse bosse sur la tête. Si c'est la prématurité, là, il y aura les signes, l'enfant qui est tout petit, etc. Donc, le principal signe dont il faut s'occuper dans ce cas ici, dans le cas de l'ictère, c'est la coloration jaune. L'ictère en lui-même, c'est un signe. Donc, c'est la coloration jaune de la peau et des yeux. Alors, quand on parle de la coloration jaune de la peau ou des yeux, vous savez qu'il y a certains enfants qui sont naturellement clairs. Est-ce que ça ne se confond pas? Parce que quand on parle de la couleur jaune, c'est un peu difficile de reconnaître systématiquement l'ictère chez un enfant qui est clair. Oui, c'est vrai. Et cela explique pourquoi chez nous ici, on a beaucoup de mal avec l'ictère, parce que l'ictère vient tardivement à l'hôpital. La plupart des enfants, après l'accouchement, ils font peut-être 2 ou 3 heures à l'hôpital et on les libère, ils vont à la maison. Les parents, ne sachant pas rechercher l'ictère, confondent souvent cette coloration jaune avec un teint clair, surtout si la maman ou le papa de l'enfant était clair. Mais pour des yeux de connaisseurs, l'ictère et la peau d'un enfant clair n'est pas la même chose. Il y a une technique très simple qu'on doit montrer aux parents pour pouvoir reconnaître l'ictère à la maison, c'est la vitropression. C'est une technique qui consiste avec la pulpe du doigt de faire une pression sur une partie de la peau de l'enfant. Et lorsqu'on relâche cette pression, on verra la trace de la main sur la peau. Cette trace va disparaître après environ 1 à 2 secondes. Cette trace, on verra un fond blanc pour un enfant normal, un fond blanc qui va disparaître. Mais en cas d'ictère, ce fond blanc n'est pas blanc, en fait, il est jaune. Et il y a des parties stratégiques pour les rechercher. Et quelles sont ces parties-là? Il y a le front, donc on fait une pression là, on relâche, on voit si l'idéré blanc qui apparaît, en fait, est-ce que c'est blanc ou c'est jaune.
Après le front, il y a la partie où c'est vraiment très visible, il y a le thorax. Donc on appuie soit en avant ou en arrière du thorax, on fait une pression au niveau du thorax, soit au niveau de l'abdomen, soit au niveau de la cuisse ou bien au niveau de la plante des pieds. On appuie et on regarde. Souvent, ce que moi je conseille aux parents, c'est de le faire à 10h et à 16h à une bonne lumière blanche ou une lumière du soleil. Là, en leur montrant ce qui est normal, lorsque ça va commencer à changer un peu de couleur, ils vont s'inquiéter, ils viennent à l'hôpital, nous maintenant on va remarquer. Dans les pays développés, il y a des appareils qu'ils utilisent pour pouvoir doser la bilirubine percutanée. C'est comme un appareil infrarouge. On met, on regarde et ça donne une valeur, ce que nous on n'a pas ici. Donc la manière la plus simple pour nous de le reconnaître, c'est cette technique de phytopression. Donc on doit enseigner à tout moment ou aux grands-mamans qui les accompagnent pour qu'une fois à la maison, les 10 jours qui vont suivre l'accouchement, ils puissent le faire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est donc un risque que les gynécologues ou plus les sages-femmes prennent en libérant les mamans qui accouchent le même jour? Oui, c'est un gros risque, mais malheureusement, on n'a pas un système qui nous permet de maintenir les femmes à l'hôpital. L'idéal aurait été de garder l'enfant et sa maman à l'hôpital, même si tout s'est bien passé, l'accouchement s'est bien passé, la grossesse a été très bien suivie, l'enfant est né sans problème, il a bien crié, il n'a rien eu. L'idéal serait de garder ses enfants et sa maman 2 jours à l'hôpital. Malheureusement, on n'a pas assez d'espace dans les hôpitaux pour les conserver. Donc, on les laisse partir. Même en Europe, ils les laissent partir, mais ils font des visites à domicile pour vérifier ce taux. Chez nous, ici, ce sera difficile. C'est pour cela que c'est très, très bien d'apprendre cette technique au moment. Une fois à la maison, le faire. Et nous, on donne rendez-vous une semaine après pour revoir l'enfant. Quelles sont les conséquences de cette pathologie? Les conséquences, il y a des conséquences immédiates, des conséquences à moyen terme et des conséquences à long terme. Les conséquences immédiates, ici, c'est déjà l'anémie. L'ictère, c'est une destruction des globules rouges. Cette destruction des globules rouges va entraîner une anémie, donc une baisse du sang dans l'organisme. Donc la première complication déjà, c'est l'anémie. La seconde complication, comme je l'ai dit dans mes interventions précédentes, la bilirubine est toxique pour le cerveau. La bilirubine libre est toxique pour le cerveau. Lorsque cette bilirubine libre est très accumulée dans l'organisme, ça attaque le cerveau et ça donne ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. L'ictère nucléaire, c'est un ictère où le cerveau de l'enfant est détruit. Et la troisième complication immédiate, c'est le décès. L'ictère tue. Donc, quand on ne fait rien, l'ictère tue. C'est-à-dire que les complications, l'anémie est là, après un ictère nucléaire, et quand on ne fait rien, l'enfant meurt. Maintenant, lorsque, à long terme, on prend les conséquences, ces conséquences sont liées en fait à cet ictère nucléaire. Lorsque l'enfant fait un ictère nucléaire et qu'on a la chance de le sauver, cet enfant grandit avec des séquelles. Le premier intervenant en a parlé, il a parlé de perturbation de la mémoire, ça agit sur la psychologie, manque de sang. On voit des enfants qui ne parlent pas ou bien qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui ne marchent pas vite. On pense qu'ils sont bêtes alors que non, c'est un retard qu'ils ont. Donc les conséquences sont des séquelles de cette ictère nucléaire. Et les séquelles sont dues en fait à des destructions de leur cerveau. Parce que l'ictère nucléaire détruit le cerveau. Donc ces enfants en grandissant n'auront plus en griffe tout leur cerveau en forme, donc auront des retards. Quand on a de la chance, c'est les enfants qui vont commencer peut-être à parler à 3 ans, ou bien qui vont commencer à marcher ou à s'asseoir à 5 ans. Et quand vraiment on est dans un cas de malchance, on a beaucoup d'enfants, vous voyez des enfants de 10 ans, 15 ans qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, et les mamans les gardent comme des petits bébés, on est obligé de les donner à boire. Ils ne peuvent pas manger de solide. Leur système ne peut même pas ça. Leur développement s'est arrêté. Leur cerveau a fini de se développer en ce moment. Et ça, c'est vraiment un drame pour nos pays. Et qu'est-ce qui est fait? Comment reconnaître rapidement l'ictère nucléaire? Est-ce qu'il y en a au Bénin? Oui, il y en a au Bénin. Malheureusement, il y en a chez nous. Ce qui n'existe plus ailleurs, il y en a chez nous. Le premier signe, c'est déjà des mouvements anormaux. Vous voyez des enfants, des nouveaux-nés qui commencent à faire des convulsions, soit ils font des petites secousses des mains, ou bien les révisions oculaires, les yeux, le blanc des yeux complètement recouvre l'œil, ou bien c'est des enfants qui refusent progressivement de prendre le sein. Un enfant qui prenait correctement le sein de l'enfant refuse de téter. On fait tout, il refuse de téter. Ou bien un enfant qui commence à pleurer sans qu'on ne comprenne pourquoi il pleure. Un enfant qui habituellement quand il pleure, on lui donne le sein, il se calme. Un enfant qui habituellement quand il pleure, on le prend, on le baisse, on fait une petite chanson, il se calme. Cet enfant ne se calme pas. D'accord? Et au même moment, on voit qu'un enfant a la peau jaune. Donc, c'est des signes de souffrance cérébrale, des signes qui montrent que le cerveau de l'enfant est en train de souffrir. Alors, dites-nous, quels sont les moyens par lesquels on procède au dépistage de l'ictère à la maternité? À la maternité, le moyen le plus simple, comme je l'ai dit, c'est la phytopression qu'on fait systématiquement à chaque visite. Et il faut faire au moins 2 visites par jour à l'enfant.
on voit l'enfant, on regarde le teint. Les sages-femmes expérimentées déjà en voyant de l'un l'enfant, ah, cet enfant est jaune. Elles le disent souvent. N'empêche, cet enfant est jaune, on va vérifier, on fait une pression au niveau de la peau de l'enfant. Ah oui, c'est vrai, cette peau qu'on a exprimée tout à l'heure montre qu'il y a un liséré jaunâtre à la base, donc oui, c'est peut-être un ictère. Mais il faut confirmer l'ictère. Pour confirmer l'ictère, on fait un prélèvement sanguin. Et ce prélèvement sanguin est envoyé au laboratoire pour le dosage de la bilirubine. Et lorsque la bilirubine est dosée, elle revient, c'est très élevé. En ce moment, on confirme l'ictère. Il y a des valeurs seuil. Lorsqu'on a ces valeurs seuil, selon le poids de l'enfant et selon son âge, c'est-à-dire que s'il est au 3e jour de vie, 4e jour de vie, on a des algorithmes qui nous permettent de pouvoir situer l'enfant pour savoir si l'ictère, c'est un ictère à traiter ou un ictère à surveiller. Quels sont les traitements? Comment on traite l'ictère? Okay. Déjà, il y a 2 catégories de traitement. Il y a le traitement de l'ictère même, parce qu'il faut reconnaître que l'ictère, c'est un signe. Ce n'est pas, bon, c'est un signe maladie, mais l'ictère même, c'est un signe. Ce signe est dû à une maladie. Donc, il faut mettre en place le traitement de cette maladie. Lorsque l'ictère survient, il faut traiter d'abord la maladie qui donne l'ictère. Si c'est une infection, il faut mettre une bonne antibiothérapie. On met les antibiotiques à bonne dose et pas à la bonne voie. Si c'est une bosse sérosanguine, bon, là, le traitement n'est pas de faire. En fait, le traitement de la bosse sérosanguine, c'est un traitement d'observation. On ne trépane pas, sauf que c'est très important, il faut ouvrir et enlever la bosse sérosanguine. Si c'est un prématuré, il faut bien faire l'élevage du prématuré. C'est-à-dire que lui donner l'alimentation comme il faut, le lever dans les conditions de prématuré, protéger. Que le prématuré fait beaucoup d'infections, fait beaucoup d'hypoglycémie qui peut aggraver l'état du prématuré. Donc il ne faut pas que le nouveau-né soit en hypoglycémie, donc il faut bien alimenter. Maintenant, par rapport à l'ictère, il faut faire la photothérapie. La photothérapie, c'est un traitement qui consiste à mettre l'enfant sous un appareil contenant de la lumière ultraviolette. Et cette photothérapie est décidée selon l'âge de l'enfant, selon son poids de naissance et selon la valeur de sa bilirubine. Lorsque la bilirubine est calculée, lorsque la bilirubine a été dosée au laboratoire, on a le résultat. On prend par exemple un enfant qui est né à 2,2 kg. Il y a une courbe pour les enfants de poids de naissance compris entre 1,5 kg et 2,5 kg. Donc on fait, cet enfant par exemple qui est peut-être à 2 jours de vie, on fait la projection de cette bilirubine trouvée à 2 jours de vie sur la courbe de ceux qui sont nés entre 1,5 kg et 2,5 kg. Et il y a 3 cadrans, il y a 3 zones sur cette courbe. La zone où l'enfant n'a pas besoin d'être mis sous photothérapie, la zone où il a besoin d'être mis sous photothérapie conventionnelle ou la zone où il a besoin d'être mis sous exsanguinotransfusion. Donc, lorsque l'enfant est dans la zone de photothérapie, on le met sous l'appareil de photothérapie durant une durée minimale de 6 heures. Et à la fin, on fait maintenant un contrôle de la bilirubine pour voir si elle a diminué. Si elle a diminué ou si elle a augmenté, on peut modifier le traitement qui est mis en cours. Sur cette même courbe, on a une partie marquée exsanguinotransfusion. Chez nous ici, on ne fait pas trop les exsanguinotransfusions. On procède par la photothérapie intensive, qui est toujours une photothérapie, mais la lumière est plus intense que dans la photothérapie conventionnelle. Et dans ce cas, selon la valeur également, on met l'enfant sur cette machine et on fait le contrôle. Des rares fois, on est amené à faire les exsanguinotransfusions chez nous ici, qui consiste en fait à changer le sang de l'enfant. Donc l'enfant, on voit que l'ictère est très très élevé et qui est proche de la zone qui va lui donner un ictère nucléaire. Donc pour ne pas prendre de risque, on fait un échange, on fait une transfusion, mais une transfusion d'échange où on fait, bon, je ne sais pas des cas techniques, où on change pratiquement le sang de l'enfant par le sang du donneur. Ce sang qu'on apporte est un sang qui n'est pas toxique pour le cerveau de l'enfant. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres procédés où on apporte de l'albumine à l'enfant. L'albumine, c'est une protéine qui va capter la bilirubine. Donc, en captant la bilirubine libre circulant va diminuer et donc sera beaucoup moins toxique pour le cerveau de l'enfant. Quand on change par exemple le sang de l'enfant, quand c'est le sang d'un adulte, est-ce que c'est pas grave? Ça ne va pas handicaper le développement de l'enfant à long terme? Non, pas du tout. Il faut respecter en fait les règles de transfusion. D'accord. Chez le nouveau-né, il y a des règles de transfusion. Si le nouveau-né est par exemple de groupe O, sa maman est de groupe O, il faut lui donner du sang de groupe O. Donc pour pouvoir transfuser un nouveau-né, il y a des règles de transfusion. On regarde le sang de l'enfant, le sang de sa maman, pour voir si la maman n'a pas les anticorps qui sont passés chez l'enfant. Et maintenant, avec un tableau qui est déjà fait à cet effet, on va maintenant voir le sang
d'un donneur compatible qu'on va lui transfuser. Donc en général, il y a toujours un risque à transfuser, mais ce n'est pas un risque aussi majeur que ça. Comment prévenir l'ictère? Déjà, pour prévenir l'ictère, il faut connaître les facteurs de risque de l'ictère. Et maintenant, connaissant les facteurs de risque de l'ictère, on va agir sur les enfants présentant les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, quels sont-ils? Il y a d'abord la prématurité. Donc tout enfant qui naît avant 35 semaines de vie au niveau intra-utérin, c'est un enfant qui est à risque d'ictère. Donc tout enfant qui naît avec un faible poids, un enfant qui naît avec un poids de naissance qui est en dessous de 2500 grammes, est également un enfant à risque. Tout enfant dont la mère est de groupe sanguin O ou de résus négatif moins, tout enfant naissant de cette maman est un enfant à risque d'ictère. Un enfant qui naît alors que dans sa famille, il y a un autre enfant qui a fait un ictère, c'est-à-dire un aîné à lui a fait un ictère, un enfant aussi à risque d'ictère. Et tout enfant qui naît avec des bosses, donc un enfant qui naît avec une grosse bosse sur la tête, un enfant à risque d'ictère. Ces enfants, il faut les surveiller particulièrement et faire la vétopression régulièrement, au moins 2 fois par jour, pour voir si le teint ne change pas. Et dès que le teint change, on les met sur l'appareil de photothérapie. Dans le but de prévenir l'ictère, est-ce qu'il ne faudrait pas un suivi rigoureux de la grossesse? Oui, il faut un suivi rigoureux de la grossesse. Et pas seulement à cause de l'ictère, mais il faut un suivi rigoureux de la grossesse. Et il y a au moins 4 consultations prénatales qu'il faut faire et des bilans prénataux qu'on doit faire. Et ça, les gynécos savent très bien le faire, les sages-femmes savent très bien le faire. Une femme enceinte qui vient les voir, elle leur donne régulièrement des rendez-vous selon le minimum requis et font des échographies régulières et un bilan prénatal minimum qu'ils font aux mères. On a l'habitude d'entendre certaines personnes insinuer que les femmes enceintes, lorsqu'elles souffrent beaucoup du paludisme ou encore des infections, cela entraîne l'ictère chez le nouveau-né. Est-ce que c'est exact? Bon, je dirais que ce n'est pas vrai à 100%. Je peux dire oui, je peux dire non. Pourquoi je dirais non? En fait, l'infection de la maman ne donne pas l'ictère à l'enfant. Mais l'infection de la maman peut entraîner une infection chez l'enfant. Et cette infection chez l'enfant va maintenant entraîner secondairement un ictère. Donc, l'infection de la mère est un facteur d'infection chez l'enfant. Étant donné que c'est un facteur d'infection chez l'enfant, lorsque l'enfant fera cette infection maintenant peut secondairement donner un ictère. Donc, mais l'infection ou le paludisme de la maman ne donne pas directement l'ictère chez l'enfant. Donc, toute maman qui fait une infection ou un paludisme de la grossesse est une maman dont l'enfant doit être bien surveillé. Et c'est le bon traitement de cette femme enceinte qui évite plus ou moins au nouveau-né d'avoir cette affection-là. Oui, ça évitera au nouveau-né de faire cette infection. Mais le nouveau-né peut bien faire son ictère s'il y a d'autres facteurs pouvant expliquer l'ictère chez le nouveau-né. Maintenant, la plupart, dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup, comme je l'ai dit chez nous, l'infection chez le nouveau-né est une des causes premières d'ictère chez nous. Donc, la plupart des enfants qui font l'ictère ont des infections. Donc, les mamans ont des facteurs d'infection. Soit elles ont fait une forte fièvre en fin de grossesse. Et comme qui dit fièvre chez nous, dit paludisme, on pense que c'est un paludisme souvent qui donne ça. Et donc, l'enfant sortant, faisant un ictère, on se dit oui, l'enfant a fait l'ictère parce que sa maman a fait une infection. Donc, c'est un peu l'analogie que les gens font un peu dans la société. C'est pas totalement vrai. Voilà donc qui est clair. Docteur Bello, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause à présent pour suivre le témoignage d'une dame qui a voulu taire son nom et dont les 2 premiers enfants ont souffert de l'ictère. C'est donc du vécu. Pour moi, l'ictère, c'est la jaunisse que font les enfants à la naissance. On a un teint un peu trop jaune, les pupilles jaunes, la paume et la plante des pieds jaunes. C'est le premier signe que nous, parents, nous percevons chez les enfants. Le premier en a souffert, le deuxième également. Et pour le deuxième, c'était un peu plus compliqué. C'est de justesse qu'on a pu la sauver parce qu'on était à l'avant-dernier jour. Donc, pour Eden, on a été plus prévenant. Le lendemain de sa naissance, son papa a suggéré qu'on l'amène en même temps à la pédiatrie. Elle avait un peu de jaunisse. Mais le médecin a dit que c'était bien, puisqu'on est venu très tôt, on a pu éviter des complications. On entend dire que quand l'ictère est maltraité à la naissance,
Il y a des infirmités, des handicaps que les enfants subissent après. Donc il y a cette angoisse-là, moi, en tant que maman quand même, qui m'habitait. Tout mon souhait, c'était que ça se résorbe et qu'il soit complètement guéri de cette pathologie-là. Pour mon premier enfant, on a juste eu à faire des bains de soleil à la maison. Les matins à 10h, on le mettait au soleil sur une natte, on lui couvrait les yeux. Et ça se faisait entre 10 et 20 minutes au soleil. On le retournait sur le dos, sur le ventre. Les après-midi aussi à partir de 16h. Mais pour les deux autres, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était un peu plus concentré. On venait à l'hôpital les matins et on les mettait dans l'appareil. C'était juste le temps qu'elles prennent le sein. Qu'elles sortaient, je les prenais, je leur donnais le sein et elles repartaient dans l'appareil toute la journée. Il y avait un appareil dans le bureau du médecin avec une lumière bleuâtre et on y mettait l'enfant, les yeux bandés, totalement nu, à part la couche. L'enfant est totalement nu, on le met dans l'appareil et pour nos parents, c'est tout ce que nous voyons. Pour moi, c'est mieux qu'on fasse de la photothérapie parce que là, c'est sous le contrôle du médecin et on est plus sûr de l'efficacité. À la maison, on peut faire des erreurs. Mais je conseillerais aux mamans d'emmener les enfants en même temps à la pédiatrie et d'avoir l'avis du médecin, que le médecin ausculte l'enfant et qu'il donne son avis sur l'état de santé de l'enfant. Et s'il y a quelques traitements à faire, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Il faut l'avouer, c'était un peu dur parce que à peine né, il y a la ferveur, il y a la joie de la naissance, de la nouvelle naissance, et qu'on doit encore se séparer de son enfant, ce n'est pas facile. Pour le moment, tout va bien. Mon premier garçon, mon garçon a 10 ans, ça va, il va très bien. Ma fille va avoir 5 ans, elle va également très bien. Je n'ai encore remarqué aucune anomalie sanitaire quand même. J'espère ne pas en remarquer, grâce à Dieu. Tout va bien, tout va bien. Alors, docteur, vous venez de suivre la dame qui vient de témoigner. Ces deux enfants, ces deux premiers enfants ont souffert de l'ITER néonatal et chacun a de degrés différents. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, mais déjà, cela, c'est un truc fréquent quand même chez nous ici. Un truc fréquent où dans la même famille, on a plusieurs enfants qui font l'ITER. Et c'est fréquent en ce sens où les facteurs qui ont peut-être créé l'ITER chez le premier, c'est les mêmes facteurs qui ont créé l'ITER chez le second. Je m'explique par exemple. Si la maman est de groupe sanguin O et le papa est de groupe sanguin B et les enfants sont de groupe sanguin B, les deux auront l'ITER à naissance. Si c'est que par exemple la maman est de groupe sanguin de résultats négatifs et le papa de résultats positifs et ses enfants naissent avec les résultats positifs également et que la maman n'avait pas fait le sérum anti-D en temps, ça favorise l'ITER chez les enfants. Donc probablement c'est le même facteur qui est revenu et qui a créé l'ITER chez le second. C'est pour cela que dans les facteurs de risque, j'ai bien précisé que lorsque un enfant naît d'une fratrie où un grand frère ou une grande sœur à lui a déjà fait l'ITER, c'est un enfant à surveiller de près. Donc, ce qui a manqué, moi, c'est que cet enfant ne doit jamais rentrer à la maison. Il doit passer les 2 jours à l'hôpital pour surveillance par un personnel indiqué. Et une fois avant de rentrer à la maison, on montrait à la maman comment rechercher l'ITER. Parce que même si l'ITER ne survient pas les 2 premiers jours, il peut bien survenir au 5e jour, au 6e jour, au 7e jour de vie. Également, elle a parlé dans son élément de l'exposition au soleil qu'on conseillait. J'allais vous poser la question. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un moyen de traitement aussi, le fait de sécher l'enfant au soleil? C'est un moyen de traitement, mais de nos jours, je pense que c'est un traitement qui est proscrit et banni de nos habitudes. Il y a quelques années, quelques décennies, oui, ça sauvait beaucoup d'enfants. La hantise, c'était l'ITER nucléaire. On n'avait pas les appareils de photothérapie. Pour maîtriser, ça. Donc, beaucoup d'enfants mouraient. Et le peu qui ne mouraient pas, c'était ceux qui étaient exposés au soleil. Parmi eux, certains mouraient quand même. Mais ceux qui étaient exposés au soleil avaient plus de chances de vivre. C'est quoi le principe de la photothérapie? Le principe de la photothérapie, c'est des rayons ultraviolets concentrés qu'on envoie directement sur l'enfant. Et donc, on arrive à diriger ce traitement.
L'enfant, par exemple, ils prennent l'enfant, ils le mettent au soleil de façon aléatoire à 10 heures et à 16 heures souvent. On prend l'enfant, on le met au soleil, on l'expose. Déjà, c'est pas bon pour l'enfant, c'est un risque de déshydrater. Ils exposent en général une seule face. Ils n'exposent pas tout l'enfant, même si les rayons solaires ne viennent pas avec la même force et la même fréquence sur les différentes parties de l'organisme. Donc, il peut peut-être guérir une zone A, alors que la zone B est encore atteinte. La zone C, mal traitée, et ainsi de suite, un peu sur tout le corps de l'enfant. Et donc, c'est un traitement qui est délétère pour l'enfant. Ça retarde en fait la prise en charge. Lorsque ça ne marche pas maintenant, 2-3 jours plus tard, ils vont courir pour venir à l'hôpital. Et c'est dans ce cas justement qu'on voit les UTI nucléaires, puisque l'enfant a été traité tardivement. Donc l'idéal, c'est de mettre l'enfant sous photothérapie, qui a une lumière vraiment bien concentrée. On a enlevé les impuretés, il n'y a pas cette chaleur qu'on envoie pour blesser, donner le coup de soleil à l'enfant. Non, on le met sous l'appareil, sous surveillance d'un personnel médical formé à cet effet. Et régulièrement, on change de côté à l'enfant pour que toutes les parties de son corps soient traitées. Mais est-ce que l'effet de cette lumière-là n'a pas des conséquences aussi néfastes sur l'enfant? Oui. Peut-être pas à court terme, mais peut-être à long terme. Oui, ça a des complications, ça a des conséquences. Mais ces conséquences sont très, très réduites actuellement. Les conséquences que ça a, en fait, c'est à deux niveaux. Au niveau des yeux et au niveau des organes sexuels. Et c'est pour ça qu'on bande les yeux et qu'on porte les couches. On met les couches aux enfants. Sinon, normalement, de protéger les testicules. Mais comme on met les couches... Est-ce que ces protections sont quand même suffisantes? Oui, c'est suffisant. Malheureusement, la manière dont c'est fait chez nous, on peut tiquer un peu parce que normalement, il faut mettre des barres d'aluminium pour que ça ne traverse pas. Mais quand même, on essaie de protéger au maximum, même si on ne met pas de l'aluminium. Et là, sur les photos qui passent à l'écran, il n'y a pas de barre d'aluminium. Non, il n'y en a pas. On met des compresses bien doublées, on attache les yeux des enfants. En général, c'est suffisant. Mais l'idéal aurait été d'être, mais on manque de moyens. L'idéal aurait été vraiment de mettre toutes nos chances de nos côtés. Alors, Dr Bello, il y a des internautes qui interviennent sur cette émission, qui posent leurs questions, et à présent, dans Medicus, nous allons prendre en compte ces questions-là. Le premier intervenant s'appelle Joël. Il demande: qu'en est-il de l'ITER par incompatibilité Rhésus? J'en ai parlé brièvement. Au début de l'émission, tout à fait. Je dirais un peu ce qu'il en est. L'ITER par incompatibilité Rhésus, c'est un ITER dans lequel la maman est de Rhésus négatif moins. Elle peut être du groupe A moins, B moins, AB moins. Bref, ce qu'elles ont en commun, ces mamans, c'est qu'elles ont un Rhésus négatif, donc moins. Leur enfant va naître avec un Rhésus positif, donc plus. Donc souvent, ils prennent le plus là, chez le père. Donc, si la maman est de Rhésus négatif moins et le fils ou la fille est de Rhésus négatif plus et positif plus, qu'est-ce qui se passe? L'enfant naît sans anticorps, naît sans protection. Donc, l'accouchement est tellement parfait que lorsque l'enfant naît, la maman lui donne ses anticorps pour le protéger. D'accord? Ces anticorps pour le protéger, elle ne regarde pas, bon, ceci, ça, c'est pas bon pour toi. Elle envoie tout ce qu'il y a comme anticorps qui peut protéger l'enfant. Pendant sa vie, étant donné qu'elle est de Rhésus négatif, elle aura à rencontrer les facteurs, soit dans l'alimentation, soit dans l'environnement, qui vont l'immuniser contre le plus, qu'elle ne porte pas elle. Donc, le fait qu'elle ne porte pas le plus, son organisme va s'immuniser contre ce plus-là. Donc, une partie de son sang, de ces anticorps qui seront transférés à l'enfant, font partie avec des anticorps anti-T, donc anti-plus, qui vont maintenant, une fois chez l'enfant, prendre le sang de l'enfant comme un adversaire à détruire. Étant donné qu'eux, ils ne connaissent pas le plus que l'enfant a, ils vont maintenant agir sur le globules rouge de l'enfant en le détruisant. Donc, c'est ce qui se passe en fait dans les compatibilités Rhésus. Les anticorps de la mère qui sont passés chez l'enfant vont détruire une partie du sang de l'enfant. Monsieur Georges, quant à lui, veut savoir si l'ITER, peut être le symptôme d'une autre affection. Oui, je l'ai dit. L'ITER, en fait, c'est le symptôme d'une autre affection. L'ITER, c'est un signe. Nous, on pense ça comme si une maladie. De quelle affection? Par exemple, je prends une infection néonatale. Une infection, un enfant qui fait une méningite. C'est un signe. Une hépatite. Et l'hépatite, ce n'est pas que chez les nouveau-nés. Quand les patients font une hépatite, il y aura son ITER. Un paludisme néonatal, quand un nouveau-né fait son paludisme, il y aura
un ictère. Et ça, c'est les infections. En dehors des infections, il y a d'autres affections, comme je l'ai dit, le déficit en G6PD, où il y a une enzyme, c'est une maladie génétique dans laquelle il y a une enzyme qui manque chez la personne. Et cette enzyme qui manque va rendre fragile les globules rouges de l'enfant qui seront encore plus vite détruits, prenant un ictère en ce moment. Donc oui, l'ictère, c'est un signe d'une autre maladie. Et la dernière question posée par Monsieur Dossou, par quel moyen procède-t-on au dépistage de l'ictère chez le nouveau-né? Le dépistage, c'est essentiellement faire la vidéopression chez l'enfant. Et lorsqu'on voit que cet enfant semble jaune, on fait un prélèvement de bilirubine. Lorsqu'on fait un prélèvement de bilirubine, maintenant, on obtient un résultat qu'on projette sur la courbe selon l'âge et le poids de naissance de l'enfant. Et on détermine si cet enfant est vraiment un enfant qui présente un ictère ou pas. Et pour boucler définitivement cette émission, nous allons d'abord écouter le docteur Bello pour son mot de fin, bien évidemment. Merci. Bon, mon mot de fin, déjà, c'est pour sensibiliser sur l'ictère nucléaire. L'ictère nucléaire est la hantise de l'ictère. Dans les pays développés, ça n'existe quasiment plus. Or, sous nos cieux ici, c'est quand même plus ou moins d'avancée courant. Donc, détecter tôt l'ictère nous permet de ne pas arriver à l'ictère nucléaire. Pour cela, j'ai deux conseils en fait. Un envers les sages-femmes et un envers les parents. Envers les sages-femmes, c'est d'apprendre au moment comment rechercher l'ictère à la maison. Et envers les mamans ou les parents, c'est de ne pas hésiter lorsqu'elles voient un changement au niveau de leur enfant, que ce soit sur la peau ou ailleurs, de ne pas hésiter à venir à l'hôpital. Parce que l'ictère, lorsqu'on le remarque au niveau des yeux, c'est que c'est un ictère qui est déjà un peu avancé. Donc, ce que je leur conseille réellement, c'est de vite recourir aux soins lorsque ça ne va pas. Merci à vous, docteur Bello. Chers téléspectateurs, voilà qui met un terme à cette émission. Avant de vous quitter, sachez que le prochain numéro de Santé Plus portera sur le coronavirus. Alors, vos questions sont bien évidemment attendues sur nos différentes plateformes. Bonsoir chez vous.